Ok, ça fait littéralement 4 fois que je recommence cette vidéo, j'espère que cette fois c'est la bonne parce que j'ai l'impression que cette vidéo est maudite, c'est pas possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va super puisque je sors d'un excellent festival de cinéma, le Grindhouse Paradise, qui se situe sur Toulouse. C'est un festival dédié uniquement au cinéma de genre et si vous me connaissez, vous savez que c'est mon style de film favori. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire qu'il y a en ce moment sur ma vidéo précédente, que je vous mettrai dans la barre d'infos et dans le petit, un petit concours. Enfin c'est pas vraiment un concours, c'est juste un giveaway pour vous donner d'anciennes affiches de mon mur d'affiches que j'ai changé, donc surtout n'hésitez pas à participer. J'ai eu l'occasion de couvrir le festival pour l'association L'écran dont je fais partie. C'est une association qui édite un magazine trimestriel sur le cinéma, on fait aussi des articles, on couvre donc les principaux événements de cinéma sur Toulouse. On va aussi très bientôt ouvrir une chaîne YouTube et on a une chaîne Twitch qui est dans les cartons, c'est un projet qui risque d'arriver sous peu. On organise aussi des événements cinéma sur Toulouse et on a une équipe de communication très active, donc si jamais vous êtes intéressé pour nous rejoindre en tant que bénévole, surtout n'hésitez pas. Comme d'habitude, absolument toutes les infos sont dans la barre d'infos qui porte très bien son nom quand même. Avant de rentrer un peu plus dans les détails des films que j'ai eu l'occasion de découvrir durant le festival, je voulais vous faire un petit retour un peu plus général sur l'ambiance. J'ai été très agréablement surprise par le professionnalisme et le fait que tout se soit enchaîné de manière extrêmement fluide lors du festival. Parce qu'il faut savoir que c'est uniquement la 3e édition et en plus avec le coronavirus, c'est la première fois qu'une vraie édition a pu avoir lieu aux dates prévues. La 2e édition avait eu lieu en septembre de l'an passé, c'était une édition un peu de rattrapage, et la première édition je crois qu'elle s'était faite uniquement en ligne. Donc c'était un peu la première édition dans des conditions normales et sincèrement je suis étonnée, il n'y a eu aucun couac, il n'y a pas eu de retard, ce qui n'est pas forcément le cas même dans des festivals de plus grande taille, donc ça je tiens quand même vraiment à le souligner. C'est un festival qui n'en est qu'à sa 3e édition et qui est déjà extrêmement pro et très carré. Je suis d'ailleurs très agréablement surprise de voir à quel point le public toulousain et même venu d'ailleurs a joué le jeu. Les séances étaient quasiment toutes complètes, il y avait vraiment beaucoup de monde, même sur des films qui avaient des horaires peut-être un peu plus difficiles ou sur des films qui étaient peut-être un peu moins accessibles, le public a joué le jeu. Le festival a aussi invité de nombreux réalisateurs et réalisatrices qui sont venus présenter des premiers films et ça je trouve que c'est assez exceptionnel. En même temps on parle du festival dont la première édition, je crois qu'ils avaient invité Dario Argento. Je veux dire, ça se pose là quand même en termes de premier invité pour une première édition. Voilà, je veux dire, ça pèse dans le game quoi. C'est pour vous dire un petit peu, le festival se donne vraiment les moyens de son ambition. Ça, c'est vraiment très appréciable. L'ambiance a vraiment été excellente tout du long. Quand les programmateurs sont venus présenter les films, à chaque fois, c'était vraiment, on avait l'impression de retrouver une bande de potes. C'était quelque chose d'extrêmement convivial, ils étaient très sympathiques, on pouvait discuter avec eux. Il y avait vraiment une ambiance comme ça, très bon enfant, très accessible, qui me rappelle un petit peu l'ambiance qu'il y a dans l'extrême cinéma qui se déroule à la Cinémathèque, où c'est pareil, c'est des films un petit peu de genre, souvent des trucs de série B, des trucs un petit peu improbables, qui sortent des sentiers battus, et il y a toujours une ambiance très particulière qui règne dans ce festival. C'est un festival un peu hors norme, un peu hors des cadres, et on sent que les gens sont vachement accessibles, et on retrouve vraiment cette ambiance-là, je trouve, dans le Grindhouse, où on sent que c'est tenu par des gens qui sont passionnés, qui ont avant tout envie de transmettre cet amour et cette passion du cinéma, contrairement à d'autres festivals qui peuvent avoir un peu pris la grosse tête. D'ailleurs le fait que ça se déroule dans quelque chose qui soit encore vraiment à taille humaine, ça aide évidemment à cette convivialité, à cette proximité. À titre personnel, j'aimerais bien quand même pour eux que le festival grandisse un peu, qu'il y ait plus de notoriété, qu'on ait à Toulouse encore plus d'événements liés au cinéma de genre, que ça devienne vraiment une ville phare du cinéma de genre comme peut l'être Gérardmer, ce serait absolument fabuleux. Et puis d'un autre côté, ben moi j'aime bien cette ambiance à taille humaine, cette ambiance très proche. J'ai pas envie que ça devienne non plus le Hellfest du cinéma de genre, voilà, si vous voyez, ou le motocultor, étant donné que le motocultor est en train de suivre exactement la même voie. Enfin, j'aimerais faire un petit aparté sur l'aspect visuel et plastique et artistique du film, parce que moi c'est quelque chose qui, évidemment, en tant qu'artiste moi-même, me touche beaucoup. L'affiche a été réalisée par Johan Borg et je trouve le travail vraiment absolument
excellent. En plus le violet et le vert c'est des nuances qui sont très difficiles à accorder, faut être vraiment sur des violets et des verts très particuliers. Je trouve que ça fonctionne très bien avec cet hommage au kaiju qui est vraiment très très beau. J'ai acheté le t-shirt d'une précédente édition, je sais pas si ça se verra bien, qui est aussi absolument magnifique avec un aspect presque gravure. De manière générale, par exemple, il y avait les programmes qui étaient imprimés sur de la riso et qui étaient assemblés à la main avec un côté numéroté. Il y avait énormément de petits goodies qu'on pouvait acheter et tout cet aspect artistique qui entoure le festival m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup plu et pour moi ça fait encore plus partie du fait que j'ai adoré le festival. Et à titre personnel, une dernière chose qui l'a rendu très particulier, c'est que j'ai pu rencontrer totalement par hasard Laura Fégenre avec qui on est allé boire un café par la suite. C'était extrêmement sympa de la rencontrer, d'autant plus que c'était totalement inattendu. En fait j'étais en train de faire la queue et puis j'entends « mais Lola ?» Je me retourne « mais Laura ?» Et Laura, vraiment, elle est très naturelle, elle est très sympathique, elle est vraiment comme vous la voyez en vidéo, quoi. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages après sur Twitter en me disant « Ah, je t'ai vu au Grindhouse Paradise, mais j'ai pas osé te voir et tout. » Et c'est pas la première fois qu'il y a des personnes qui me disent ça, donc bah, si jamais vous venez me voir, n'hésitez pas en fait, surtout que ne comptez pas sur moi pour reconnaître les gens, je suis pas du tout physionomiste, même Laura j'ai mis genre 30 secondes à percuter, je me suis dit mais je la connais, mais elle est pas de Toulouse, attends c'est qui. Donc vraiment bah n'hésitez pas, après prenez en compte le fait que je suis autiste et que des fois je peux avoir peut-être des réactions sociales qui sont pas forcément adaptées, mais en dehors de ça bah, je suis quelqu'un d'accessible, je suis quelqu'un qui adore parler cinéma, j'aime bien rencontrer les gens, je suis assez sociable donc bah voilà, n'hésitez pas en fait, je suis un être humain hein. Pour moi, le seul point négatif du festival, ça a été lors de la première séance, la séance d'ouverture avec le film Ego, où le public s'est vraiment comporté de manière assez grossière, je trouve. J'avais vraiment l'impression de me retrouver face au public stéréotypé qui va voir des films d'horreur au Gaumont à 20h, qui rigolait dès qu'il y avait la moindre effusion de sang, qui ricanait en permanence. J'avais notamment 2 personnes derrière moi qui ricanaient, mais pour rien, à des moments qui n'étaient absolument pas opportuns, parce que je vous en parlerai après quand je vais rentrer dans le détail des films, mais Ego est un film qui a une certaine dose d'humour et d'ironie. Qu'on rigole à ces moments-là, c'est tout à fait normal. Qu'on puisse avoir des petits rires gênés devant les effusions de sang, les moments gore, je peux comprendre aussi, sincèrement, c'est une réaction humaine. Mais là, c'était vraiment des rires gras, comme si on était devant la dernière comédie de Christian Clavier. J'ai pas du tout apprécié la séance à cause de ça. Heureusement, par la suite, le public s'est tenu, parce que sincèrement, moi ça m'a vraiment gâché l'expérience du film. Et en parlant de Ego, on va tout de suite rentrer dans les détails. Ego de Anna Bergholm, un film finlandais et suédois. C'est un film qui a gagné rien de moins que le Grand Prix du Festival de Gérardmer cette année, donc comment vous dire à quel point j'avais hâte de le voir, parce que le Festival de Gérardmer nous a vraiment habitués à des grands prix extrêmement qualitatifs ces dernières années. Il y a eu The Witch, il y a eu It Follows, il y a eu Grave, et il y a eu encore un film extrêmement bien. Mr Babadook évidemment en 2014 qui a été vraiment aussi une très grande claque. Donc comment vous dire à quel point j'avais vraiment hâte de découvrir ce film, réalisé en plus par une femme. J'avais d'autant plus hâte de le découvrir car c'est un film qui ne va pas sortir en salle, hélas. Ça fait 3 années de suite que les grands prix du Festival de Gérardmer ne sortent pas en salle, et donc pouvoir le découvrir sur grand écran malgré les conditions dont je vous ai parlé précédemment, c'était quand même un luxe. Et je suis très déçue. Je trouve que ce film ne fait que rabâcher des choses que l'on a déjà vues ailleurs et qui sont peut-être mieux faites ailleurs. C'est un film autour de discours très convenus, à savoir la dangerosité d'entretenir de belles apparences, sur le fait d'avoir une cellule familiale qui soit toxique et envahissante, sur une relation mère-fille qui soit très toxique, et sur le fait de grandir, d'être une adolescente et de se détacher des attentes familiales pour devenir vraiment la personne que l'on est réellement, et pouvoir s'affirmer. En soi, le fait que le film brasse des thématiques déjà vues et redondantes, bon, soit, on peut pardonner, d'autant plus s'il l'aborde d'une manière particulièrement originale ou soignée. Et au début, je pensais que ce serait le cas, puisque le pitch est l'histoire d'une jeune fille qui est extrêmement stressée par son tournoi de gymnastique qui arrive. Elle fait tout pour correspondre aux attentes de sa mère, qui elle tient un blog et fait tout pour mettre en scène sa vie familiale idéale en mettant des paillettes, en exagérant énormément les choses et en enjolivant. Le film démarre sur une scène où
un corbeau rentre dans la maison familiale et détruit énormément de choses précieuses. La mère, pour se venger, va tuer ce corbeau. Tourmentée, la fille sort dans la forêt le soir, découvre un nid qui appartient à ce corbeau et récupère les œufs en se disant qu'elle va faire amende honorable et faire éclore les œufs et s'occuper des petits. Sauf que l'œuf prend d'un coup une dimension beaucoup plus importante, grossit, et la chose qui en sort est extrêmement inhabituel. Le pitch était donc assez prometteur, mais hélas ce pitch devient très vite assez conventionnel. Une créature étrange sort de l'œuf et à partir de là on tombe dans un film de monstres assez convenu, avec tout de même des réflexions sur l'altérité, sur le monstre qui dort en nous, ce genre de choses, mais qui pareil sont déjà vues et redondantes dans des films de monstres. Et à la limite, encore une fois, qu'il ait un discours très classique ou une manière de présenter ce discours très classique, soit c'est pas tant ça le souci, c'est surtout que le film dure à peine 1h30 et pourtant on a l'impression qu'il en dure le double. Tant tout ce que l'on voit est déjà convenu, tant on sait où le film va nous mener, on sait les péripéties. Du coup pour moi le rythme est en décalage avec la narration puisqu'il fait monter énormément de suspense pour rien finalement. Pour moi la figure la plus intéressante c'est la figure de la mère qui est loin des figures de mère toxiques caricaturales comme la mère de Carrie par exemple. On est habitué dans le cinéma d'horreur à avoir des figures de mère qui soient terrifiantes, qui soient profondément maléfiques. Là, ce qui la rend profondément toxique, c'est son narcissisme exacerbé, mais en dehors de ça, on sent qu'elle aime ses enfants. Et il y a un côté, justement, presque mère parfaite, mais poussé à l'extrême, qui la rend très intéressante. C'est un personnage de mère toxique et qui n'est pas manichéen. Pour moi, le film passe presque à côté de son propos en s'attardant trop sur cette histoire de créature, en s'apesantissant aussi sur cette histoire de compétition de gymnastique, qui est un peu lourdingue et qui sincèrement n'apporte pas grand chose. Pour moi, il aurait fallu que le film se concentre vraiment sur la relation mère-fille et en particulier sur ce personnage de mère très toxique qui en plus est un personnage très actuel puisqu'elle fait du blogging, elle met en scène sa vie et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toutes ces familles qui mettent en scène leur vie. Je pense bien évidemment à des chaînes qui ont déjà été pointées du doigt par des gens comme le Radier, comme Maxella, à des chaînes qui mettent en scène leurs enfants pour en faire du profit. Pour moi c'était ça le vrai propos, c'était ça les choses intéressantes du film. Visuellement le film est assez intéressant, il prend le parti pris d'avoir un discours qui soit extrêmement moderne sur justement ces réseaux sociaux, le blogging, ce genre de vie qui sont des choses qui sont très contemporaines, mais il a à côté de ça une photographie et une ambiance très diaphane, très 70s en fait. Par moments si on n'a pas d'indice visuel avec des smartphones ou avec des ordinateurs par exemple, on pourrait tout à fait se croire dans un film qui date d'il y a 40 ans. Même si à mon sens la photographie et les décors et les costumes ne sont pas assez poussés, pour moi il manque encore quelque chose. Je dois avouer qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à jouer sur ces décalages qui donne à ce film un aspect très intemporel et je pense que c'est une manière intelligente de dire que les familles toxiques ont toujours existé et qu'en fait ce n'est pas en pointant du doigt les dérives actuelles qui existent avec des outils contemporains que c'est pas les outils en fait qui créent ces dérives, voilà c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait ces choses-là ont toujours existé, il y a toujours eu des pressions familiales, il y a toujours eu des familles toxiques. Je n'ai hélas pas non plus trouvé l'interprétation de l'adolescente extrêmement convaincante. Il y a des fois où elle est très juste, elle est très naturelle, mais par moments je l'ai trouvée assez fausse, notamment lorsqu'elle pleure. Ça vient peut-être aussi du décalage culturel, puisque c'est un film finlandais, nous n'avons forcément pas les mêmes manières d'aborder les choses, mais pour moi il y avait des choses qui faisaient très fausses et qui font qu'hélas je suis pas rentrée forcément toujours en empathie avec ce personnage. Ce n'est pas non plus un mauvais film, hein. Là je vous en dis que les défauts, mais il a tout de même des qualités, je vous ai parlé de sa photographie, le propos reste intéressant tout de même, l'interprétation de la mère est excellente, c'est une actrice que je trouve magistrale et j'ai été extrêmement étonnée de voir qu'elle avait une si petite et courte carrière. Peut-être que ce film va lui donner un peu plus d'ampleur parce que je trouve qu'elle est d'une justesse absolument incroyable, elle est glaçante tout en étant extrêmement sympathique. Jouer sur cette dualité-là, sur cette ambiguïté, c'est quelque chose quand même d'assez difficile, de ne pas tomber dans un côté qui soit purement manichéen. Elle y arrive avec brio. J'ai beaucoup apprécié aussi les moments de décalage, d'ironie et d'humour du film. C'est toujours quelque chose de difficile dans le cinéma de genre, et particulièrement dans le cinéma d'horreur, d'arriver à doser les moments humoristiques et les moments d'horreur. En général, soit
soit ça vire au grotesque, soit c'est très vite ridicule, bref, en général, ça ne fonctionne pas. Ici, il y avait des moments d'ironie, surtout par rapport au personnage du père, qui est le stéréotype du père très gentil mais extrêmement absent. Et il y a beaucoup de moments où il est juste là, il fait un peu effet de pot de fleurs, il est dans le décor. Et toute sa figure, qui est assez caricaturale, ramène ce côté humoristique dans le film qui est vraiment bienvenu. Mais oui, voilà, je n'arrive pas trop à m'expliquer le fait que ce film ait gagné le Grand Prix de Gérard May. Je ne connais pas la sélection de cette année, donc il se peut que parmi la sélection, il n'y ait pas eu d'autres choses. Et sur toute la sélection du Grindhouse Paradise que j'ai pu voir, donc je n'ai vu que 6 films sur la sélection, mais quand même, ça donne quand même un sacré panel. Ego a été le moins bon film de toute la sélection, donc c'est pour vous dire. Et hélas, le fait de l'avoir découvert dans une ambiance, comme je vous l'ai dit, dans une séance aussi compliquée, a sans doute aussi joué sur mon appréciation. Le second film qui a été pour moi une redécouverte, puisque je l'avais déjà vu auparavant, il s'agit de Censor de Prano Baile Bond. C'est une histoire qui est déjà, en soi, je trouve passionnante. On y suit Enid, qui est une censeuse de films durant l'ère thatcherienne, donc durant les années 80, à l'époque où en plus il y avait énormément de productions de films de série B, des nasties comme on les appelait, qui étaient des films d'horreur petit budget, souvent très gore, souvent très érotiques, qui du coup subissaient les affres de la censure d'une époque qui se voulait très puritaine. C'était le fameux moment où on disait que les films d'horreur rendaient les gens violents, puis après ça a été la musique métal, après ça a été les jeux vidéo, et maintenant c'est les réseaux sociaux, il faut toujours se trouver un bouc émissaire. Un jour, alors qu'elle est en train de censurer un énième film, elle a l'impression de reconnaître sur la pellicule sa sœur qui a disparu lorsqu'elle était enfant. Elle va donc commencer une quête pour retrouver cette sœur disparue. Si je suis retournée voir ce film alors que je l'avais déjà vu, c'était déjà avant tout pour rencontrer la réalisatrice, puisque ce film a été en présence de la réalisatrice, ce qui est juste hyper appréciable et admirable, et encore une fois merci au Grindhouse d'avoir fait venir des invités de telle qualité. Mais si je l'ai revu, c'est aussi parce que c'est un film sur lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. D'ailleurs je pense que je ferai un ciné-pépite dessus, un de ces 4 qui lui soit vraiment à 100% consacré, puisque c'est un film qui mérite de prendre de la place. Déjà, il est magnifique sur le plan visuel. Il joue sur des choses qui, bon, moi me touchent beaucoup, vous commencez à connaître mes obsessions. Des contrastes colorés très forts, des tonalités assez sombres, voire du noir très profond, sur lesquels ressortent des petites touches colorées et souvent des couleurs assez néon, du rouge flash, du rose flash, du bleu flash. Ça c'est surtout lorsque le film rentre dans un côté hommage aux films d'horreur des années 80, dont on connaît l'esthétique inspirée des films de Carpenter. La musique joue aussi sur ce côté rétro avec des grandes plages de synthé, encore une fois très Carpenter-esque. Mais le travail que je trouve le plus intéressant sur le niveau de la photographie, c'est surtout la reconstitution d'un Londres des années 80 qui n'est absolument pas un cliché. En fait, elle nous expliquait durant la rencontre que pour faire son travail de documentation photographique, elle s'était basée sur des photos de famille, elle s'était basée sur des photos un peu de gens lambda qui avaient pris des photos dans les années 80. Elle voulait retranscrire vraiment une ambiance du quotidien et pas l'ambiance que l'on aurait un peu fantasmée par la suite. Et ce qu'il avait vraiment marqué le plus dans ses photographies, c'était de se rendre compte à quel point les années 80 étaient, contrairement à l'opposé des stéréotypes que l'on a, où on s'imagine toujours une décennie très colorée, très bling bling, avec beaucoup de néon, avec des maquillages très flash, avec des tenues vraiment hyper peps. Elle dit que elle, ce qui l'a marqué sur les photos, c'est surtout que tout était extrêmement gris et marron, très fade en fait. Même les costumes que portaient les gens pour aller au travail, il y avait très peu de gens qui portaient beaucoup de couleurs en fait. Donc ce qui l'a marqué, c'est vraiment ce décalage entre le fantasme que l'on avait des années 80 et la reconstitution réelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce film a les deux aspects. Il y a cet aspect très néon et flashy dont je vous ai parlé, et il y a tout cet aspect beaucoup plus gris, beaucoup plus froid, qui est dans les images du quotidien, qui est dans le quotidien de Enid lorsqu'on la suit au bureau, mais qui pour autant sont des images qui sont très belles, très esthétisées. Il y a une recherche du cadre, il y a une recherche de la symétrie, il y a une recherche de lignes très droites en permanence, qui moi sont des choses qui me touchent beaucoup. J'aime bien quand tout il est un peu, vous savez, un peu Wes Anderson. Moi le côté un peu maniaque comme ça, très organisé, ça me plaît beaucoup. Je trouve que l'ambiance est aussi particulièrement réussie. On est dans un Londres
pluvieux, assez sinistre, assez lourd, assez froid, qui retranscrit bien l'ambiance thatcherienne des années 80. Encore une fois, on s'imagine les années 80 comme une décennie assez joyeuse, assez peps. Pour l'Angleterre, ça a été une décennie compliquée, avec beaucoup de violences policières, avec le chômage, avec la crise qui a été très forte, avec une répression justement au niveau économique avec Thatcher. Et toute cette ambiance lourde, pesante, sinistre est très bien retranscrite dans le film. Enid, le personnage que l'on suit, est particulièrement intéressante. L'intégralité du film repose sur ses épaules, il y a peu de personnages secondaires, et elle est vraiment très développée et fouillée, on développe très vite de l'empathie pour cette personne. Ce que j'aime beaucoup avec son personnage, c'est qu'elle est très loin des clichés de la fille traumatisée. On sent qu'elle aime être seule, c'est une solitaire, mais pour autant elle n'est pas asociale, elle a de très bonnes relations avec ses collègues de travail, elle est très bien considérée, elle est très bien intégrée, elle a une relation compliquée avec ses parents, mais pour autant les ponts et les liens ne sont pas coupés. On sent que c'est une fille qui est intelligente et qui ne se laisse pas faire dans un monde dominé avant tout par des choses masculines. D'ailleurs le film a aussi un côté très féministe, parce que Enid est une figure féminine qui s'impose dans un milieu avant tout masculin, que ce soit au niveau du cinéma de genre, que ce soit au niveau de la censure, où en plus la figure de la femme est souvent violée, maltraitée, tuée. Je trouve vraiment son personnage très intéressant et l'interprétation est absolument parfaite. Le film va avoir un principe intéressant où il va alterner entre deux formats, du 4/3 et du 16/9. Au début, le 4/3 c'est évidemment pour faire de la citation des films qui vont être censurés, pour rajouter des petits passages comme ça qui évoquent la VHS, mais de plus en plus, lorsque Enid va commencer à chercher sa sœur, le 4/3 va s'insérer dans le récit normal, dans la diégèse, et on va comprendre très vite que les moments en 4/3 sont les moments qu'Enid se fantasme. Je ne peux malheureusement pas vous parler des dernières minutes en détail, étant donné que sinon je vais vous spoiler le film, mais sachez que le film se termine par une fin qui est vraiment magistrale et marquante. Les dernières 20 minutes, c'est un climax parfait, et je trouve que le film se termine de manière parfaite. Sensor, c'est une petite pépite. Il se tient à son principe de base, il est relativement minimaliste, et pourtant il arrive à raconter beaucoup de choses. Il est très beau, il se tient extrêmement bien. C'est un film qui est cohérent, qui ne va pas chercher midi à 14h, qui n'est peut-être pas de très grandes ambitions, mais ce qu'il fait, il le fait de très bonne et de très belle manière, et le revoir en salle lui a donné encore une nouvelle dimension. Il supporte très bien le revisionnage, il y a plein de petits détails et de petites choses que je n'avais pas remarqué au premier visionnage, et je pense même qu'il mériterait un troisième visionnage. C'est pour dire aussi la richesse qu'il a en lui. Sensor, je vous le recommande grandement. Un film en avant-première que j'avais tellement hâte de découvrir, et que je suis tellement heureuse d'avoir pu découvrir au festival. Merci encore une fois au Grindhouse d'avoir programmé des trucs pareils. Il s'agit de Mona Lisa and the Blood Moon, réalisé par Anna Lily Amirpour. Anna Lily Amirpour, si vous vous en rappelez, je vous avais déjà fait la critique de A Girl Walks Home Alone at Night lorsqu'il était sorti, et c'est assez cool parce que à l'époque j'avais été une des rares personnes à en parler. En fait, personne n'avait parlé de ce film, il était vraiment tombé dans l'oubli, et j'ai l'impression que petit à petit il commence à gagner des lettres de noblesse, de plus en plus de personnes en parlent, et j'espère que du coup à ma petite échelle, en ayant parlé, j'ai contribué aussi à la popularité grandissante de ce film, qui pour moi est un futur classique, clairement. Je crois, je vous mettrai un petit mot ici pour vous le préciser au montage, qu'il est d'ailleurs disponible sur Shadows en ce moment, donc surtout n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est une vraie réussite et un vrai bijou du cinéma d'horreur. Ici, Anna Lily Amirpour nous présente son troisième film, déjà oui, puisqu'entre temps il y avait eu The Bad Batch sorti sur Netflix, que j'ai l'impression que je suis la seule à aimer. Je trouve qu'on y retrouve vraiment toutes ces obsessions, je trouve qu'on y retrouve plein de choses qui sont déjà présentes dans A Girl Walks Home Alone at Night. Bref, je vous le conseille aussi énormément, mais bon, voilà, je suis peut-être un peu impopulaire là-dessus. Mona Lisa and the Blood Moon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été emprisonnée durant 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Elle n'a absolument aucune mémoire, elle ne sait pas pourquoi elle est là, et au bout de 10 ans, elle va trouver le moyen de s'évader. Son évasion est un véritable voyage initiatique, une errance, à travers laquelle elle va rencontrer différentes personnes, différents personnages même, et elle va commencer petit à petit à se reconstruire, à se trouver, à savoir qui elle est à travers ce voyage initiatique. C'est un film
excellent. Encore une fois pour moi qui était digne de gagner un grand prix au Festival du film de Gérard May. Lors de la présentation, l'un des organisateurs du Grindhouse nous a dit que ce film avait un aspect très film de Jim Jarmusch. Et c'est vrai qu'on y retrouve cet aspect où à la fois il ne se passe pas grand chose et pourtant il se passe beaucoup de choses. On y retrouve cet aspect aussi des films de Jim Jarmusch avec des personnages très marqués et ce côté presque film à sketch où on va avoir des personnages qui arrivent dans des situations, on va développer cette situation pendant très longtemps et ensuite on va passer à une autre situation et des choses comme ça qui vont presque être des petites nouvelles presque accolées les unes aux autres. Tout en suivant quand même ce voyage initiatique du personnage de Mona Lisa. Tous les personnages rencontrés lors de ces pérégrinations sont complètement absurdes, barrés et en même temps rempli d'amour. Il y avait déjà quelque chose dans le cinéma de Anna Lily Amirpour qui avait été amorcé auparavant dans A Girl Walks Home Alone at Night et dans The Bad Batch. C'est son amour des personnages marginaux, son amour des personnes pauvres et son regard qui n'est jamais ni surplombant ni moqueur. Dans Mona Lisa and the Blood Moon, Mona Lisa va croiser avant tout des personnages qui sont à la marge, des laissés pour compte et qui pourtant sont des personnages qui portent en eux énormément d'amour. On retrouve pour moi chez Anna Lily Amirpour une obsession qu'ont les sœurs Wachowski qui est aussi cette obsession de l'amour. Et l'amour comme une force qui sous-tend le monde. Comme si les rapports entre êtres humains étaient avant tout définis par l'amour, avant d'être définis par la haine, par la violence, par la défiance ou ce genre de choses. Les personnages chez Anna Lily Amirpour sont assez pur. Et même lorsqu'ils ont des mauvaises intentions, comme par exemple le personnage de Kate Hudson qui joue du coup la stripteaseuse, où on va se rendre compte qu'elle finit par utiliser Mona Lisa à des fins financières, il y a toujours un arc de rédemption, il y a toujours un moment où l'amour finit par reprendre le dessus. Les personnages chez Anna Lily Amirpour, ça m'avait déjà frappé dans A Girl Walks Home Alone at Night, sont assez naïfs. Et ils ont une espèce de pureté en eux, quelque chose d'assez beau. Et dans The Bad Batch, c'est pareil. Les personnages évoluent dans un univers qui est cruel, qui est froid, qui est dur, qui est terrible. Et pourtant, ils ont en eux cette espèce de beauté et de bonté humaine qui est assez réconfortante, mais qui tombe jamais pour autant dans quelque chose de christique, qui soit plein de bons sentiments. C'est juste, on dirait qu'ils sont bons par nature et par défaut, alors même qu'ils vont s'exprimer de manière parfois assez crue, qu'ils évoluent dans des environnements qui sont rudes, donc ils n'ont pas de bonnes manières par exemple, et comme je vous l'ai dit, même lorsqu'ils font des actions qui sont mauvaises, il y a toujours un arc de rédemption, et il y a toujours la beauté et la lumière qui finit par reprendre le dessus. Mona Lisa and the Blood Moon, c'est aussi un film très drôle. C'est le film le plus ouvertement comique qu'elle ait fait jusque-là, même s'il y avait des aspects absurdes dans ses précédents films, il y avait des passages ironiques, des choses qui étaient décalées. Mona Lisa and the Blood Moon est ouvertement absurde, ouvertement comique. Le premier ressort du comique, c'est bien évidemment les personnages dont je vous ai déjà parlé, cette absurdité, ce côté bras cassé qui les rend assez décalés, qui les rend très humoristiques, mais c'est jamais un regard qui est moqueur. La deuxième chose, c'est un comique dans les dialogues. Mona Lisa sort d'un hôpital psychiatrique, elle ne comprend donc pas les codes sociaux, ce qui donne lieu à des dialogues qui sont parfois complètement absurdes. Et en tant que personne autiste, ça m'a fait plaisir de voir une personne qui ne comprenait pas les conventions sociales, c'est jamais moqué dans le film, mais ça donne lieu à des situations extrêmement absurdes où des personnes qui comprennent les conventions sociales se retrouvent obligées d'expliquer pourquoi c'est une norme, et on se rend compte à quel point les normes et les conventions sociales sont absurdes en tant que telles. Il y a aussi beaucoup de choses où parfois il faut lui expliquer du vocabulaire par exemple, et on se rend compte à quel point c'est compliqué par moments d'expliquer des choses qui sont pourtant assez simples. Il y a aussi un comique de situation provoqué notamment par le personnage du flic, puisque Mona Lisa, dès l'instant où elle s'évade de l'hôpital psychiatrique, elle est recherchée par la police, et notamment par un flic en particulier qui la traque, qui l'a déjà trouvée par moment, et à chaque fois elle finit par lui échapper. Et la manière dont elle s'échappe à chaque fois, les réactions du flic, etc. sont extrêmement drôles. Malheureusement, c'est aussi le moment où le film tombe dans un travers qui, hélas, existe. Il est extrêmement grossophobe. Le personnage du flic est le stéréotype du flic gros qui bouffe des donuts. Tous les personnages gros du film sont toujours montrés en train de se baffrer et de se goinfrer. Et il y a pas mal de ressorts qui font que les personnages gros sont toujours un peu bêtes, un peu balourds. Ce qui est vraiment très dommage parce que à côté de ça, le film aurait pu tomber dans le travers d'être aussi psychophobe, étant donné qu'on parle littéralement d'un personnage évadé d'un hôpital psychiatrique, et ce n'est pas le cas. C'est un film qui traite la maladie mentale avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de justesse, et qui en plus montre l'enfer que peuvent être les institutions psychiatriques, et qui montre les malveillances et les maltraitances et les tortures même qui peuvent exister dans ces endroits-là. Enfin, Mona Lisa and the Blood Moon, c'est un film très beau. Anna Lily Amirpour, elle a toujours fait très attention à l'aspect esthétique de ses films, notamment A Girl Walks Home Alone at Night qui est dans ce noir et blanc très contrasté
contrasté, vraiment magnifique avec une photographie hors pair. Et je dois vous rappeler qu'il est sorti avant The Lighthouse, donc c'était avant que The Lighthouse remette à la mode et au goût du jour les films en noir et blanc pour le cinéma de genre. Mona Lisa and the Blood Moon, il est très coloré, il est très flashy, il a un aspect très néon et par moments il a un côté très fake dans l'image. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça retranscrit l'émerveillement et le renouveau du regard de Mona Lisa qui redécouvre ce monde qu'elle ne connaissait plus étant donné qu'elle a passé 10 ans en hôpital psychiatrique. Tout est presque trop coloré, tout est presque trop flashy. Anna Lily Amirpour, elle sublime des choses de la vie quotidienne, elle sublime en plus de ça des villes qui sont pauvres, des endroits qui sont un peu crasseux, un peu miteux. Il y a aussi quelques petits effets spéciaux par moments qui font un peu fake, mais pour moi ça va aussi avec ce regard qui est un regard qui sublime tout à outrance et qui va même déformer la réalité par ce côté redécouverte et sublimation du réel. Mona Lisa and the Blood Moon, pour l'instant il n'a pas de date de sortie annoncée. Évidemment je vous en parlerai sur les réseaux sociaux dès qu'il sortira parce que pour moi c'est une petite découverte, c'est une petite merveille, c'est une excellente réussite et je vous invite très grandement à le découvrir lorsqu'il sortira parce que il vaut énormément le coup. Et en attendant je vous invite à redécouvrir la filmographie de Anna Lily Amirpour en regardant A Girl Walks Home Alone at Night et en regardant The Bad Batch qui est dispo sur Netflix. Troisième jour de festival, cette fois-ci je n'ai vu qu'un seul film, il s'agit de Under Gods en présence de Shinya Moya, le réalisateur. Il s'agit encore une fois d'un premier film et mon Dieu, quel premier film! Je suis absolument espantée de ce que ce type a réussi à produire pour un premier film. La démarche, l'aspect esthétique et la démarche de création n'a pas été sans me rappeler Tous les dieux du ciel de Quarks, dont je vous ai déjà parlé précédemment, qui a été un de mes coup de cœur absolu au cinéma de manière générale. Quarks, c'était un artiste plasticien qui avait réalisé un court-métrage et à partir de ce court-métrage, il a eu l'envie d'en faire un long-métrage. Ça s'inscrit dans une démarche d'artiste plasticien. Au-delà de ça, c'est un mec qui fait de la peinture, il fait des affiches. Tous les dieux du ciel ne fait partie que d'un ensemble artistique. Et Under Gods, pour moi, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où Shinya Moya, c'est son premier film. Avant cela, il avait fait des clips musicaux et il a expliqué que dans ces clips, il avait développé des univers et qu'en fait il avait envie d'étendre ces univers et que Under Gods ce n'est qu'un patchwork d'idées qu'il avait déjà pré-réalisées dans des clips et en fait il n'a fait qu'étendre un univers et des histoires qui étaient préexistantes. Et je trouve aussi le processus de création du film très intéressant puisque il dit qu'il est un homme qui a des milliers de projets mais qu'il ne concrétise jamais rien. Et il y a un week-end où il s'est dit ok, ce week-end j'écris, je fais un script et de ce script je vais en faire un film. Et il a écrit, vous savez, avec la méthode de flux de conscience, c'est-à-dire vraiment au long cours, sans plan, sans savoir vraiment quelle idée allait en amener une autre. Et c'est de ce script-là qu'il en a produit Under Gods. Du coup pour moi c'est un film vraiment d'artiste avant tout, avant d'être un film de réalisateur, avant d'être un film d'auteur. D'ailleurs il a expliqué qu'il est totalement autodidacte. Il a déjà eu l'occasion de se faire la main comme je vous l'ai dit sur des clips etc. Mais il n'a eu aucune formation, il n'a pas fait d'école de cinéma et ce côté autodidacte ça ne fait qu'augmenter l'aspect artistique et très plastique de ce film. Under Gods c'est donc un film assez difficile à résumer partant de là étant donné que c'est un script écrit au long cours. Donc en fait on va passer d'une histoire à une autre qui vont s'enchaîner parfois par des liens logiques, parfois non, qui sont de sortes de petites nouvelles qui vont quand même être reliées entre elles par un univers commun. On n'est pas pour autant dans un film à sketch où les nouvelles sont vraiment 100% séparées, il y a des liens qui sont tissés, mais on n'est pas non plus dans le film choral. C'est un film qui est un petit peu hybride. C'est vraiment une proposition de cinéma très originale qui ne ressemble qu'à lui-même et je trouve que pour un premier film, avoir réussi à pondre un truc qui soit aussi personnel, aussi inventif, aussi foisonnant, aussi fou, je trouve ça vraiment incroyable. Il y avait des prix qui étaient remis durant le festival avec le vote du public. Et pour ma part, j'ai donné un 5 à Sensor parce que ça a été mon coup de cœur absolu, voilà, etc. Mais j'ai donné un 4 à Under Gods, mais je vous avoue que si Under Gods avait gagné le prix, j'en aurais pas été déçue pour autant parce que je trouve que c'est un film incroyable. Visuellement, le film est impressionnant. C'est extrêmement beau, c'est très plastique, c'est très esthétique. Et ça, je pense que ça vient de sa culture du clip.
où les images sont très esthétisées, on recherche énormément les couleurs, on recherche énormément les contrastes. Il dit aussi qu'il est extrêmement fasciné par toutes les images des choses brutalistes, des constructions brutalistes post-soviétiques. Il a été très inspiré par le travail de Enki Bilal. Et ça se ressent, il y a une obsession du bleu chez lui, comme chez Enki Bilal. Il y a ce côté extrêmement structuré du cadre de l'image, comme chez Enki Bilal. Il y a ce côté effectivement structuraliste, très brutaliste, qui fait penser aux choses de l'ex-Union soviétique. Et évidemment, le fait d'utiliser de telles images, de telles constructions, ça ne fait que nous évoquer tout ce qui va être de l'ordre des dictatures. Le film développe tout un propos très intéressant sur le fascisme. Que ce soit le fascisme dans son sens effectivement le plus dictatorial, avec tout un monde dystopique, très SF, qui est développé à un moment dans le film, ou que ce soit les fascismes un peu plus de la vie courante, donc l'aliénation au travail, l'aliénation dans la sphère familiale, ce genre de choses. Donc c'est un propos sur le fascisme de manière globale dans nos vies et sur les dérives fascisantes que contiennent nos vies, que ce soit dans le plus dystopique et le plus poussé, le plus extrême, ou que ce soit dans le plus quotidien, le plus insidieux. C'est assez fou aussi parce que ce film, avec ce côté flux de pensée et choses au long cours et histoire qui en entraîne une autre, parfois les nouvelles ont des chutes, parfois les nouvelles n'ont pas vraiment de chute, on pourrait avoir un aspect extrêmement surréaliste à la David Lynch avec un film qui finalement n'a plus vraiment de sens ou alors un sens que purement symbolique. Et pourtant, le film arrive à avoir du sens pour autant. J'aime beaucoup le cinéma de David Lynch, mais faire du faux David Lynch, du faux surréalisme, du faux symbolisme, un petit peu comme l'avait été Under the Silver Lake, qui est pour moi complètement à côté de la plaque en termes de symbolisme, en termes de surréalisme, et qui n'a absolument pas compris ce qu'est le surréalisme et ce qu'est le cinéma de David Lynch. Là, le film est effectivement surréaliste dans ses aspects qui passent un peu du coq à l'âne, mais pour autant il a une structure, il a une cohérence interne, il a quand même des aspects très narratifs qui font qu'en tant que spectateur on n'est jamais perdu pour autant. Et ça, je trouve que c'est aussi une très grande force parce qu'il n'est pas tombé dans le cliché de faire du faux film surréaliste qui n'a pas de sens pour se donner un genre extrêmement autoriste. Ou je pense à Tlamès aussi, dont je vous avais parlé il y a genre 3 ans, un film aussi qui pour moi est le cliché du film autoriste qui veut faire du non-sens parce que ça fait bien, parce que ça fait genre, etc. Pour moi, ce film respire l'authenticité et il respire aussi le côté, ben voilà, création et vision d'artiste. Pour moi, c'est le film de quelqu'un qui ne triche pas, qui cherche pas à nous prendre pour des cons, qui se la pète pas. Et d'ailleurs, Chino Moya, lors de la rencontre, a été extrêmement naturel, extrêmement parfois même mal à l'aise, avec des côtés très touchants qui font que cette dimension très humaine de son cinéma se retrouve aussi dans lui. C'est un film qui pourrait se la péter, mais qui ne se la pète jamais. Cette modestie, cette envie de bien faire se ressent énormément dans son film. Il nous a confié à la fin être intéressé de plus en plus par la forme longue, que cette première expérience, même s'il a connu énormément de difficultés, il nous a dit endless difficulties, il a connu apparemment des soucis techniques, il a eu des soucis aussi au niveau du budget qui n'avait pas été bien budgété, étant donné que voilà, il est complètement autodidacte, il y avait des choses qu'il ne savait pas forcément faire, il a eu des changements d'équipe aussi, des changements de directeur de photographie, des choses comme ça. Malgré tout ça, il a quand même envie de continuer dans la forme longue et moi j'ai envie de voir ce que va donner son cinéma avec justement plus d'expérience, plus de maturité, peut-être plus de budget aussi parce que peut-être que ce premier film va donner envie à des producteurs de s'intéresser plus à son cinéma, parce que déjà avec un premier résultat pareil, enfin, pour moi, je vois pas comment on peut... Enfin, je vois comment on peut faire mieux, évidemment, mais je vois pas comment son cinéma ne peut pas évoluer vers quelque chose de faramineux, quoi. Parce que vraiment, ce premier film est incroyable, marquant. Et voilà, Chino Moya, peut-être une figure à suivre dans les prochaines années, j'espère en tout cas, parce que... Premier film vraiment très prometteur et assez bluffant. Le dimanche, je suis allée voir Creepshow parce que oui, c'est un grand classique du cinéma d'horreur réalisé par Romero que je n'ai jamais vu. Et je me dis, le découvrir du coup sur grand écran, c'est vraiment l'occasion ou jamais, enfin l'occasion est trop belle, on va pas passer à côté quoi. En plus de ça, la séance était présentée par le programmateur pardon, de l'Extrême Cinéma, qui est aussi un festival de Toulouse que j'aime énormément, je vous en ai un peu parlé précédemment. Donc le voir présenté
par quelqu'un qui fait partie des grandes figures de Toulouse, c'était aussi extrêmement plaisant parce que il a réussi vraiment à transmettre son amour de ce film, à expliquer en quoi c'était un film majeur et important du cinéma de Romero, contrairement à ce que beaucoup de critiques disent et affirment, et contrairement à ce que beaucoup de gens ont affirmé à l'époque de sa sortie. Il a réussi à nous transmettre aussi l'enthousiasme qu'il avait ressenti lorsqu'il a vu ce film pour la première fois. C'est pour ça aussi que les rencontres et les présentations de films sont très importantes parce que on en ressort avec d'autant plus d'impact et de choses marquantes. Et je trouve toujours que quand des gens arrivent à nous transmettre leur passion pour des films, c'est ce que moi j'essaye de faire avec ma chaîne et j'espère que je réussis à vous transmettre ma passion et mon enthousiasme pour certains films, je trouve toujours que c'est d'autant plus marquant. Donc Creepshow, c'est un ensemble de nouvelles horrifiques qui font en fait la part belle à des comics, je me rappelle plus du tout le nom de ces comics, qui sont des comics d'horreur des années 50, qui sont des choses assez bas budget, qui étaient extrêmement mal vues à l'époque, et qui, comme je vous en parlais tout à l'heure avec les nasties dans les années 80, ont été accusés de pervertir la jeunesse, de rendre les gens violents, etc. Enfin bref, comme d'habitude quoi. Et ce film est vraiment un hommage aux comics de ces années-là, aux comics d'horreur. Et je trouve qu'il a un aspect aussi très chair de poule qui est directement inspiré de Creepshow. Et du coup c'est rigolo parce que moi j'ai du coup le regard de quelqu'un qui a grandi avec des chairs de poule et je comprends complètement les références qui sont faites dans Chair de poule à des films comme Creepshow. Creepshow est donc un ensemble de nouvelles qui ont toutes été écrites par Stephen King. Stephen King, j'ai un peu une opinion impopulaire sur lui. J'ai lu énormément de ses romans, je trouve toujours qu'il a des idées excellentes, qu'il a des scénarios qu'il arrive très bien à développer. Je trouve qu'il prend trop son temps, je trouve que souvent c'est long et longué pour pas grand chose. Mais surtout Stephen King c'est quelqu'un je trouve qui ne sait pas finir. Je trouve que ses bouquins se terminent souvent en queue de boudin, qu'il n'y a pas de chute, qu'il n'y a pas vraiment de fin, que ça se termine un peu au milieu de nulle part. Et je trouve que ce côté là se retrouve dans Creepshow parce que toutes les nouvelles elles ont des chutes qui sont un peu mais alors que justement dans la forme d'écriture et la forme artistique de la nouvelle, un des éléments les plus importants c'est la chute. Et je trouve que, hélas, dans Creepshow, le truc qui pêche c'est l'écriture et c'est évidemment le défaut de Stephen King, la fin. À côté de ça, moi je m'attendais sincèrement à voir un film un peu grand guignolesque qui avait pas très bien vieilli, avec un côté un peu cheapos, et ben franchement j'ai été assez bluffée du résultat. Je trouve que c'est un film qui visuellement n'a pas du tout vieilli, je trouve que les animatroniques sont excellents. Je sais que c'est un film en plus qui a pas bénéficié d'un budget énorme quoi. Moi j'ai été assez bluffée de l'aspect technique, les lumières et les couleurs sont extrêmement belles. Il y a des phases aussi en dessin animé pour rappeler les comics qui sont extrêmement réussis, il y a des idées de mise en scène avec des découpages qui font penser à des cases de BD qui sont aussi extrêmement bienvenues. Je sais pas pourquoi j'étais partie avec cette idée stéréotypée de Creepshow en tête, d'un truc un peu Evil Dead-esque, alors que absolument pas, c'est vraiment quelque chose qui a de la gueule. Alors évidemment comme c'est un film à nouvelles, il va y avoir des nouvelles qui sont un peu plus faibles que d'autres. Personnellement j'ai beaucoup aimé la dernière nouvelle, qui est la nouvelle avec les insectes, je l'ai trouvée particulièrement réussie. J'ai beaucoup aimé la nouvelle aussi où Stephen King incarne un personnage, la nouvelle avec les plantes qui grandissent, qui a un côté très Lovecraftien pour le coup cette nouvelle là, que j'ai trouvé assez intéressante et visuellement très impactante. Vraiment Creepshow, si vous ne connaissez pas, je vais pas vous refaire les laïus, je pense qu'il y a des gens qui ont fait des critiques bien mieux que tout ce que je pourrais faire avec des choses beaucoup plus intéressantes et des analyses poussées. Je vous en mettrai quelques-unes si j'en trouve dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas grandi avec, qui ne l'a pas vu au moment de sa sortie et voilà, qui ne l'a pas vu au moment de son adolescence ou quoi, je trouve que ça tient toujours vraiment la route, que ça a de la gueule, que c'est vraiment un film intéressant, que je suis extrêmement contente de l'avoir vu et d'autant plus d'avoir pu le découvrir sur grand écran. Et enfin le dernier film qui est aussi le dernier film du festival puisque c'était le film de clôture, il s'agit de The Medium. Juste avant ça on a eu la remise des prix, petite parenthèse, et malheureusement ni Sensor ni Underghost n'ont gagné de prix, j'ai été un petit peu déçue mais bon. Le film qui a remporté un prix est Beyond the Infinite 2 Minutes, que je n'ai pas vu, mais qui va être disponible d'ici la fin du mois sur Shadows, car Shadows était un partenaire du festival. D'ailleurs c'est une plateforme, si vous ne connaissez pas, abonnez-vous d'urgence, hein. Moi je suis abonnée depuis qu'ils avaient fait
leur campagne de crowdfunding, je suis abonnée, à chaque fois je me réabonne parce que je trouve que c'est excellent. C'est une plateforme de streaming qui est dédiée uniquement au cinéma de genre et dessus il y a vraiment des pépites, des choses absolument improbables, il y a des trucs que tu verras nulle part ailleurs, il y a vraiment des sorties qui sortent uniquement sur Shadows, ils ont vraiment une sélection très qualitative, il y a aussi de grands classiques du cinéma d'horreur, vraiment ruez-vous sur Shadows et d'ici la fin du mois, ce film-là qui a donc été primé au Grindhouse sortira dessus. The Medium, c'est donc l'histoire d'un faux documentaire qui nous est présenté comme si c'était un documentaire qui a été sorti et terminé. Je sais pas si pour un film comme ça on peut employer le terme mockumentaire d'ailleurs. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. On y suit donc un documentaire sur le chamanisme en Thaïlande et on va suivre particulièrement une médium qui est habitée par l'esprit d'une déesse. On va la suivre dans sa vie, dans ses rituels et un jour elle va se rendre à un mariage dans sa famille et on se rend compte que sa nièce commence à se comporter un peu étrangement. Elle a de plus en plus de signes qui laissent penser qu'elle est possédée et malheureusement la chamane pense qu'elle n'est pas possédée par l'esprit de la déesse mais par quelque chose de plus maléfique. Tout ce que je vous raconte là se déroule sur la première heure du film. C'est donc un film qui prend énormément son temps, sachant qu'il dure 2h10, et c'est aussi une de ses grandes qualités. Il développe son ambiance, il sait se poser. Je trouve que ça lui donne une grande force, et d'ailleurs, très honnêtement, malgré la présentation, etc., durant une bonne grosse demi-heure, je me suis laissée avoir et je me demandais si c'était un vrai documentaire ou si j'étais face à de la fiction. Les personnages et les acteurs sont extrêmement naturels. Ils jouent parfois en ayant conscience de la caméra et ça je trouve que c'est quelque chose qui fait beaucoup pour cet aspect très documentaire. C'est-à-dire que quand c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être face à une caméra, ils vont regarder par moments la caméra, ils vont faire des petits regards, ils vont être gênés par la présence de la caméra. Et cette caméra a une présence physique du coup dans l'image puisque on sent que les gens par moments la regardent, font des regards furtifs. Il y a aussi des interactions par moments avec le caméraman qui est un vrai personnage. Donc je trouve que le film suit vraiment son principe jusqu'au bout. Par moments j'ai été gênée parce que j'avais l'impression qu'il y avait de la musique qui était extra-diégétique et qui venait illustrer certaines phases. Mais en fait je me suis dit, tu regardes le résultat d'un documentaire qui est terminé. Il y a même par moments des sous-titres. Enfin voilà, au début il y a un générique avec les équipes de production, etc. Donc à partir du moment où tu regardes un documentaire qui est terminé, c'est normal qu'en post-prod ils aient rajouté de la musique en fait. Donc cette chose qui m'a dérangée fait finalement rend au contraire le principe du film encore plus cohérent. Malheureusement je ne suis pas restée jusqu'au bout de ce film parce que j'étais vraiment pas bien du tout, donc je suis partie. Je ne sais pas si ce film garde son principe jusqu'au bout, je ne sais pas la manière dont il se termine, je ne sais pas s'il y a un moment où il prend un virage un peu plus grotesque ou pas, ou s'il reste sur son principe de base jusqu'au bout, mais moi très honnêtement la première heure et quart sur laquelle je suis restée dans le film, donc j'ai quand même vu une grosse majorité du film, m'a énormément séduite. Je trouve en plus que le fait de mettre en avant les croyances thaïlandaises, ça change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir sur le côté très américano-centré et très judéo-chrétien centré des films de possession, des films d'horreur. Là, on a tout un folklore qu'on ne connaît pas, on a toute une manière d'aborder les choses qu'on ne connaît pas, d'aborder la possession, qui sont aussi des gestes, des manières de faire qu'on ne connaît pas. Un des messages d'ailleurs du film, c'est la lutte entre le paganisme et le christianisme, puisque on suit le personnage de la chamane qui, elle, du coup, croit dans ses croyances païennes avec cette déesse, etc. Et par contre, sa sœur, elle, s'est convertie au christianisme. Et du coup, on a aussi cette histoire de lutte entre les deux croyances. Il n'y a pas vraiment de message, en tout cas de ce que sur l'heure écart que j'ai vu, sur s'il y a une bonne ou une mauvaise manière de croire, sur une bonne ou une mauvaise croyance. Il n'y a pas vraiment de choses comme ça, mais je trouve juste que c'est intéressant de voir justement ces deux cultures qui par moments s'entremêlent, qui par moments s'affrontent, et aussi de voir l'emprise qu'a pu avoir le christianisme à travers, évidemment, le phénomène de la colonisation. Et ça, ce sont des messages qui sont très directement adressés par le film et qui sont très intéressant. Il y a aussi un travail d'image et du cadre très plastique. On est dans des registres de couleurs qui sont assez fades, assez froids, donc on n'est pas sur une image qui va être très esthétisée, parce que du coup on serait trop tombé, je pense, du côté du film de fiction. Il faut rester quand même dans un aspect très documentaire, dans l'aspect visuel, mais on a quand même des incartades avec des plans qui sont très esthétisés, et lorsqu'on regarde des screenshots du film, on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment des moments qui sont extrêmement marquants visuellement.
visuellement. Il y a toute cette recherche plastique qui est quand même vraiment importante et inhérente au film. The Medium, c'est un film que je vais essayer de trouver pour le terminer parce que je vous avoue que je suis extrêmement curieuse de savoir comment ça se termine parce que c'est un film que j'ai trouvé très séduisant, qui change des standards et des codes auxquels on est habitué. Et voilà, j'ai juste hâte de savoir comment ça se termine. Si j'ai trouvé où le trouver, je vais vous le mettre ici dans un petit texte ou je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et voilà, écoutez, cette vidéo compte rendu du Grindhouse Paradise est terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir le festival sur ses autres éditions. Ça se tiendra chaque année dans le mois d'avril, donc surtout n'hésitez pas à vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. Je vous mets encore une fois tous les contacts dans la barre d'infos. J'espère aussi que ça va vous donner envie de découvrir les films dont je vous ai parlé parce que pour moi absolument tout a été riche de découvertes, riche de sens et vraiment de très beaux films. À part Ego qui m'a un peu déçu, tous les autres films pour moi sont des pépites, vraiment de très belles découvertes. Creepshow évidemment est connu et reconnu, mais pour les autres films j'espère que ça vous donnera vraiment envie de vous pencher dessus. En tout cas j'espère que je vais vous transmettre mon amour et le fait qu'il m'ait vraiment passionné. Comme d'habitude n'hésitez pas à partager ma chaîne et cette vidéo si ce que je vous propose vous plaît parce que actuellement c'est le seul moyen que j'ai de me faire connaître. J'essaye d'atteindre les 2000 abonnés d'ici la fin de l'année, donc n'hésitez surtout pas à m'aider là-dessus. N'hésitez pas aussi à participer au giveaway d'anciennes affiches de films que je vous donne du coup dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à participer. N'hésitez pas enfin à me suivre sur les réseaux sociaux et particulièrement Twitter, c'est là où je suis la plus active. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!